Ils sont là, mes invités de ce matin. Dr Yam Timba, bonjour, bon début de semaine et bienvenue à vous. Bonjour Ngos, et merci de m'inviter sur votre plateau. Très heureux de vous avoir, hein, tous les matins. Il y a quelqu'un qui me racontait d'ailleurs votre histoire hier et avant-hier. Bon, je vous le dirai en tout cas en off. Hein. Bon, je serais heureux de l'entendre. Eh bien, Bertrand Tassina, bonjour et bienvenue à vous. Ah, bonjour, monsieur Steve, comment vous allez? Ah, je vais bien, et vous? Bonjour à ces millions de téléspectateurs de DBS. D'ailleurs, pour revenir un peu à votre chronique, ça a été assez embêtante cette histoire. Oh, oui. C'est un prototype aujourd'hui de jeunes Africains, pas seulement de Camerounais, il en existe partout. Vous allez dans les prisons camerounaises, vous trouvez de tout. Vous trouvez des Togolais, des Maliens, des Ivoiriens. Cette jeunesse qui, pourtant, ces jeunes qui avaient relativement un avenir, qui ont l'impression qu'on peut se réveiller un matin sans effort et être riche. C'est une rocambolesque cette histoire de quelqu'un qui passe une commande d'une voiture de luxe. Et puis des voyous s'emparent de cette histoire, il appelle 3 copains, et puis il y a un qui dit, tiens, j'ai un ami qui est, comment je vais dire, au quartier général, qui est militaire, il peut nous trouver un pistolet automatique, et voilà comment il s'embarque dans une aventure, aller braquer quelqu'un pour sa voiture. C'est très très décevant, c'est comme on dit, c'est honteux, mais à côté de ça, j'ai toujours dit que nous avons une institution militaire. C'est-à-dire que c'est, je ne veux pas donner le chiffre ici, mais c'est des milliers d'hommes. C'est une institution militaire avec tout ce qu'on a comme cerveau de qualité. Donc l'armée du Cameroun ne se résume pas à 2-3 éléments. Vous en trouvez aux États-Unis. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui? Justement. C'est l'armée américaine. Hein? Justement. Ben ouais. D'ailleurs, j'ai des nouvelles. On en retrouve depuis que cette histoire s'est passée aux États-Unis. Il y en a déjà 3-4 morts dans d'autres grandes villes américaines. Donc, c'est embêtant. Les États-Unis qui sont d'ailleurs à feu et à sang. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ces jeunes ne veulent pas, comment je vais dire, que travailler, se sacrifier. En tout cas, merci. Je suis là. Je suis content d'être là. On est également content de vous avoir ce matin, Bertrand Tatinda. Patient Parfait, donc bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à... il est en costume aujourd'hui. Non, j'ai été condamné par le Corona costume de Bertrand. Donc c'est ça. Donc Yam Timba, Bertrand Tatinda et tous nos valeureux techniciens au fan club DBS La Matinale, qui ne fait que prendre de volume. Attention à l'obésité, c'est pas bon pour la santé. Mais tout à l'heure, j'ai écouté mon ami Hervé Moukouri, essayant de dire que oui, mais la Femana qui s'est un peu calmée, je dis, c'est jamais calmé. Les Femana se sont reconvertis, ils sont aujourd'hui patrons de presse, ils sont aujourd'hui dans les affaires, ils sont députés, ils sont tout ce que vous voulez. Mais de là, dit qu'ils sont calmés, attention, il faut mettre un peu de bémol. Ils sont allés ailleurs alors. Non, bien sûr, ils se sont bien reconvertis. Pas forcément allés ailleurs. Dans des domaines. C'est devenu plus subtil. C'est plus subtil, quoi. Voilà. Allez. Bon, on vous comprend parfaitement, messieurs, sur ce plateau. Ce matin, vous l'avez bien compris, hein, mes invités sont là ce matin. Et messieurs, notre thème ce matin, c'est les litiges fonciers au Cameroun, le rôle trouble de l'autorité administrative, régulateur ou zélateur. Il faut préciser par ailleurs, messieurs, au Cameroun, les défis, il faut le dire, du foncier préoccupent les populations. Les statistiques des organisations de la société civile montrent que plus de la moitié des audiences en justice concernent d'abord les litiges fonciers. Dans la région du sud-ouest, en zone anglophone, on a enregistré dès 2013 l'un des plus grands conflits fonciers du Cameroun. Les populations se sont soulevées contre l'implantation de l'agro-industrie Heracles Farm, accusée d'exploitation illégale du bois après accaparement des terres. L'entreprise avait pourtant obtenu de l'État une surface de 70 000 hectares pour la production d'huile de palme. C'est le cas depuis 2019 où les populations de la Sanaga maritime ont entendu dire que leurs terres seront remises aux Chinois, soit 65 000 hectares. C'est également le cas des Banen dans le Nkam, la Sanaga maritime. Que dire de Piti dans l'arrondissement de Dibamba où le secrétaire d'administration principal de l'Orbadjek menace de destituer le chef de village de Petit Gare, car ce dernier ne comprend pas comment la terre de ses ancêtres est vendue avec la complicité, il faut le dire, de la sous-préfecture, sans que lui-même, autorité villageoise, ne puisse dire un seul mot. Messieurs, des exemples sont légion sur les 4 coins du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans oublier bien sûr à Bafoussam, là-bas également, où les hommes et les femmes souffrent du manque de terre parce que certains se sont accaparés justement de leur lopin de terre. Messieurs, voilà le souci que nous avons aujourd'hui. Et pour dire que cette problématique, aujourd'hui, ouvre la voie à un éventail de questionnements. Dr Yamb, votre réaction? Écoutez, je ne suis pas expert foncier, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas aller sur le terrain juridique.
Je vais vous parler de la terre du point de vue anthropologique chez nous. Qu'est-ce que nous appelons la terre chez nous? Et peut-être qu'après, je pourrais dire un mot sur les questions économiques et sur une vision politique. Je pense que nous ne mesurons pas à quel point nos pays n'existent pas. Nous ne mesurons pas à quel point, et quand je parle de nos pays n'existent pas, ça veut dire nos pays ne sont pas structurés pour fonctionner d'une manière optimale qui apporte du bonheur aux citoyens. C'est ça l'existence d'un État ou d'un pays. Mais vous avez des gens qui arrivent dans nos territoires à la fin du 19e siècle et qui déclarent que les terres appartiennent à l'État. L'État, c'est quoi? Ils créent une histoire qui est une institution qui est au-dessus de ce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire nos institutions historiques et traditionnelles. Et ils décident que nos terres n'appartiennent plus à nos institutions historiques et traditionnelles, mais appartiennent à ce quelque chose qu'ils viennent de créer qui s'appelle l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos ancêtres vivent quelque part depuis des siècles, la terre ne leur appartient plus. Point barre. Ça appartient à quelqu'un qui n'a ni nom ni visage et qui peut avoir donc si vous voulez, qu'il y a des opérateurs qui sont dans des bureaux, qu'on appelle des ministres, qu'on appelle un gouvernement, qu'on appelle une administration, et qui décident que les terres de vos ancêtres, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, sans vous demander votre avis, sans vous impliquer, sans que vous n'en tiriez le moindre bénéfice. Il y a dans notre pays trop de poches de conflits, trop de poches de conflits sociaux. La terre, traditionnellement, chez nous, ne se vend pas. Prenez n'importe laquelle des tribus du Cameroun, la terre ne se vend pas. Oui. La terre se donne. Et quand on vous accueille dans un village, dans un clan, dans un groupement, on ne vous vend pas la terre. Parce que vous êtes accueillis, on peut décider de faire de vous un fils. Il y a un rituel pour ça, qui fait de vous un fils de ce groupement. Et désormais, vous êtes un fils de ce groupement, au même titre que les autres. Quand ce rituel est pratiqué, on vous donne un lopin de terre. Et ça fait que vous êtes légitime. Alors, il y a une autre culture qui arrive et qui dit, non, la terre doit se vendre. D'ailleurs, elle ne vous appartient plus. 2, elle peut se vendre. Mais vous n'imaginez pas, les travaux que font les sociologues, que font même certains juristes sur cette question, que font des anthropologues sur cette question spécifique, mais sont ahurissants quand vous les lisez. Vous n'imaginez pas le drame dans lequel vivent beaucoup de populations en ville ou ailleurs. Je vous prends un exemple tout simple, cette ville de Douala. Mais cette ville de Douala, les personnes qui ont le plus vendu le terrain dans cette ville de Douala, on ne leur a jamais vendu ce terrain quand ils sont arrivés. On leur a donné du terrain, on les a installés. Après, les gens se sont mis à vendre du terrain. Et il y a dans cette affaire de terrain le fait que, en réalité, les ancêtres ne refusaient pas la vente de terrain parce qu'ils ne savaient pas que ça rapportait de l'argent. Et ils étaient très bien placés pour savoir que ça enrichissait les gens parce que justement tous n'avaient pas les mêmes superficies. Tous ne contrôlaient pas les mêmes superficies. Et tous ceux qui avaient de grandes familles, ce sont eux qui avaient les superficies les plus étendues. Justement. Donc, ils savaient très bien quelle était la valeur du terrain. Mais ils savaient également que la terre ne doit pas être placée parmi les ressources commerciales, parmi les valeurs commerciales. Parce que dès que vous placez la terre dessus, vous accentuez en réalité la domination des uns sur les autres, l'exploitation des uns par les autres, vous accentuez la division de la société en classes, mais également vous élargissez le nombre de personnes qui sont exclues du partage du gâteau ou, si vous voulez, des richesses locales. C'est pour ça que nos ancêtres ne voulaient pas de ça. C'était un élément, c'était une position d'équilibre et de justice. On appelle ça de l'équité dans la société, pour que chacun puisse avoir quelque chose de quoi vivre. Aujourd'hui, que la terre n'appartient qu'à quelques-uns, de fait du pouvoir, parce qu'on a une bureaucratie, on a de la bureaucratie qui peut s'en accaparer. Vous avez ceux qui sont les commerçants qui achètent et revendent des choses, qui sont des hommes d'affaires, ou ceux qui sont des hauts cadres. C'est eux qui ont droit à la terre. Les autres font quoi? Ils sont exclus. C'est pour cela que vous avez tous ces gens, le drame de toutes ces personnes qui vivent dans des zones inondables.
Et vous voyez à quoi ça ressemble chaque année. Le drame que ces personnes vivent en saison des pluies. Et la saison des pluies, elle arrive dans d'ailleurs. quelques semaines, vous passerez le temps ici. Vous allez avoir de nombreuses matinales ici pendant lesquelles le sujet, ce sera les zones inondables, les inondations. Un bébé est mort, une maman est emportée, etc. Pourquoi ? Parce que certains ont pris toutes les terres et d'autres n'en ont pas. La question de fond. Et l'autre chose, c'est que cet État s'est installé et a décidé qu'il est propriétaire de toutes les terres. C'est-à-dire que mon grand-père, qui peut avoir eu peut-être des dizaines ou des centaines, des milliers d'hectares, n'a plus sa famille, n'a plus droit à rien. Votre grand-père, c'est la même chose. Son grand-père et l'autre, ils n'ont rien. D'ailleurs, quand vous faites ce qu'on appelle un titre foncier, vous n'avez pas de titre foncier, vous avez une copie du titre foncier. Pourquoi est-ce qu'on vous remet la copie du titre foncier? On vous remet une copie parce que cette terre ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. C'est pour ça que vous n'avez qu'une copie. Et l'autre chose, c'est que aujourd'hui, si on peut évoluer un peu, on dira, mais la terre représente un actif économique extrêmement important. Donc, il faut repenser ce que c'est que la terre, ce que c'est que le terrain, quand ça devient quelque chose de vendu, pour qu'on comprenne quelque chose. Mais j'insisterai surtout sur le fait que lorsque l'État, et ça c'est terrible, que ce soit des Camerounais qui fassent ce genre de choses, lorsque l'État décide de donner des terres des ancêtres des autres, parce que la plupart du temps, ceux qui donnent ces terres, eux, ils ne sont pas originaires de ces zones-là. Justement. Et vous constaterez que tous ceux qui n'ont jamais fait des concessions de terres sont toujours originaires d'ailleurs. Ils ne donnent jamais en concession les terres de leurs ancêtres à eux, mais ils donnent en concession les terres des ancêtres des autres. Quand l'État fait ce genre de choses et ne s'arrange même pas pour que, dans le cadre de ce genre d'opération, que ce soit une joint venture, de telle manière que les originaires, les propriétaires historiques de ces terres disposent toujours de 35% des parts de la société qui est créée, ce qui leur garantit un certain revenu et ce qui les rassure par rapport à l'avenir. Parce que quand ils n'ont plus de terre, leurs enfants vivront où? Ils vivront de quoi? Si vous voulez créer une exploitation des zones, toutes ces entreprises d'exploitation forestière, les concessions qu'on leur donne, les terrains, les populations autochtones devaient avoir au minimum 35% des revenus qui sont générés, 35% des parts de ces entreprises. Vous voyez à quel point ça générerait le développement du pays? Ça accélérerait le développement du pays. Pour quelle raison une entreprise vient s'installer, fait des milliards de bénéfices, je ne parle pas de chiffre d'affaires, des milliards de bénéfices et les populations qui sont là n'ont même pas de table-banc en bois. Alors que si ces gens avaient 35% des parts de l'entreprise qui veut exploiter leur bois, eh bien, messieurs, à partir de là, ces gens-là auraient ce qu'on appelle le développement endogène, ou comme on appelait dans les années 70, auto-centré. Ils seraient là, ils bénéficieraient des ressources locales, des ressources de leur terre, et ça permettrait de développer leur propre communauté. L'État ne veut pas le faire. Mais c'est une pérennisation de la néocolonisation. Vous ne pouvez pas avoir les dispositions qui existaient du temps des colons, et vous continuez à les utiliser du temps où vous dites que vous êtes indépendant, alors que vous pouvez développer très rapidement votre pays. D'ailleurs, il y a une dimension qu'on ne comprend pas. À votre avis, et les gens, certaines personnes vont rigoler en disant « ah 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 ». Mais attention, toute cette terre-là avait des sites sacrés. Que savez-vous des malédictions possibles que subit le pays aujourd'hui à cause de la profanation de ces sites sacrés? Qu'est-ce que les gens en savent? Nous prenons des risques en voulant vivre comme si nous ne sommes plus africains. Comme si nous étions devenus des gens qui en fait viennent d'ailleurs, s'installent et ne savent pas ce qu'on appelle un site sacré, ne savent pas ce qu'on appelle la terre des ancêtres, n'ont aucune idée de ce qu'on appelle la terre et décident tout d'un coup de vivre comme si, de toutes les manières, il n'y avait jamais rien là. Et ils pérennisent l'idée de certains qui pensent qu'on n'a pas d'histoire. Mais comment peut-on avoir un État qui fonctionne de cette façon-là? Il y a quand même là un problème qui est grave et qui n'est pas sérieux. Imaginez un seul instant que toutes les entreprises installées dans ce pays devaient reverser entre 15 et 35% de leur part à ceux qui sont propriétaires des terres, à ceux qui sont les propriétaires historiques des terres. Vous imaginez à quoi ressemblerait le développement de nos communautés? Mais on ne fait pas ça. Les gens, les entreprises sont installées, font des milliards de bénéfices, s'en vont. D'ailleurs, même quand c'est les Camerounais, ils les réinvestissent ailleurs. Ils réinvestissent que très peu dans leur propre pays. Mais c'est quoi ce pays-là? Je crois que la question de la réforme foncière, ce n'est pas une réforme qu'on veut. C'est la question de la restauration de la légitimité, de la propriété foncière.
Si vous vous mettez à faire une réforme foncière, vous allez faire que l'État continue à contrôler les terres des gens. Et vous voyez d'ailleurs comment est-ce que on réduit le pouvoir, la concentration du pouvoir dans un pays. Beaucoup de gens, je les entends discuter au fédéralisme, décentralisation, etc. Vous avez des mécanismes simples qui permettent de diminuer le pouvoir des gars du pouvoir de Yaoundé sans avoir besoin de trop crier. Et ça génère de la paix. Mais vous imaginez ces gens où Héraclès était allé s'installer. Héraclès, Farms, dans le sud. Imaginez que cette entreprise, Héraclès Farm Cameroun, qu'on aurait créé une entreprise comme ça, et que ces gens-là avaient 35%. Ça aurait même d'ailleurs anticipé sur la guerre qu'il y a aujourd'hui là-bas. Ça aurait anticipé, il n'y aurait peut-être pas de guerre parce que les populations contrôlant 35% d'une grosse entreprise comme ça, il n'y aurait jamais eu de problème. Imaginez tout ce que la CDC occupe comme territoire, comme terrain, que les autochtones de ces zones-là contrôlaient ne serait-ce qu'entre 15 et 35% de la CDC. Il permettrait qu'il y aurait la guerre? Ce n'est pas sûr. Imaginez toutes les entreprises qui exploitent le bois dans notre pays, dans l'Est, le Sud, le Centre, le Sud-Ouest, le littoral. Imaginez que ces entreprises-là étaient contrôlées à 35% par les populations. Vous pensez qu'il y aurait de la guerre? Il y aurait des problèmes? Vous n'imaginez pas que nos communautés seraient plus développées? Je pense qu'il faut que nous revenions à la façon dont nos ancêtres ont géré le monde, ont géré leur environnement. Tant que nous continuerons à lire 2 lignes de droit qui viennent d'Europe, que ce soit ou le common law que certains appellent là, je ne sais même pas ce qu'ils en savent, ou le droit latin, je ne sais pas ce qu'ils en savent, les gens ont répondu aux préoccupations qui étaient les leurs. Ils ont répondu à leurs problèmes. Vous prenez les solutions à leurs problèmes, vous les appliquez à vos gens qui avaient leurs propres solutions et vous ne voulez pas les écouter. Je pense qu'il faut faire très attention parce que la question de la terre est beaucoup plus grave que les histoires de bilinguisme, que les histoires de common law, que les histoires de partage de postes. La question de la terre est la question qui peut faire verser le plus de sang dans ce pays. Or, on en a déjà trop versé, il faut qu'on arrête ça. On vous comprend parfaitement, hein, Dr Yam Timba. Je vais me tourner vers Bertrand Tatinda. Bertrand Tatinda, voilà les problèmes que nous avons justement sur le terrain national camerounais, des problèmes de terre. On parlait encore de 110 000 hectares qui avaient été justement donnés à une entreprise étrangère. C'est l'État d'ailleurs qui l'a fait. Et cette entreprise étrangère s'est mise justement, il faut le dire, à s'accaparer justement de la terre qui appartient aux autochtones. C'est également le cas aujourd'hui dans la Sénégal-Maritime où on parle bien sûr de 65 000 hectares sans le consentement même des villageois, des autochtones. On veut remettre justement cette terre justement à une autre entreprise qu'on dit chinoise. C'est un sérieux problème, le problème de terre. Je vous rappelle que le nationalisme camerounais est né et les premiers pendus camerounais arrivent parce qu'ils revendiquent la terre. C'est-à-dire qu'ils expliquent et ils estiment que l'administration allemande, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés, n'ont pas le droit de pouvoir spolier les terres de cette façon. Qu'est-ce qui amène la pendaison de Rudolf Douala Mangabel? C'est une question problème de terre. Oui, c'est un problème de terre. Son collaborateur le plus proche, Ngossodine, même temps à Yaoundé, Martin Paul Samba est assassiné. À l'ouest, certains chefs, les Lamida dans le nord, c'était des questions de terre. Autre chose, j'ai discuté avec des amis magistrats, ils m'expliquaient, Monsieur Tatinda, c'est très compliqué. Parce qu'on a de plus en plus de problèmes fonciers et la loi est compliquée. Et ce sont des problèmes, quel que soit le bord par lequel tu tranches l'histoire, ça ne termine pas. Je prends un exemple. Vous vous trouvez sur un terrain, vous avez quelqu'un qui peut venir, 30 ans après, expliquer que c'est le terrain de son papa. Et c'est un contentieux foncier. Vous le réglez comment? Vous allez au tribunal, vous brandissez un titre foncier, et bien, le titre foncier ne devient plus, la preuve irréfutable que la terre vous appartient. D'autres considérations rentrent en jeu. On parle bien sûr d'une copie du titre foncier. Ah oui, ce n'est plus tout à fait ça. Et le magistrat, s'il veut faire une application stricte de la loi, il explique que oui, le monsieur a obtenu son titre foncier, mais l'autre vous explique qu'avant l'avènement du titre foncier, mes aïeux ont habité là-dessus. Donc, une décision de justice tombe, mais vous n'avez pas la paix. C'est extrêmement compliqué. Deuxièmement, les questions de terre même au Cameroun, les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les enjeux, de l'appartenance à la terre, de la valeur de la terre, n'est pas la même à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, Garoua, que quelque part à Bakassi, qui est quand même le territoire du Cameroun. Donc, c'est très dangereux et ça a réveillé un conflit, généralement. Faut pas dire quand même. Vous alimentez un gros problème. Faut plus jamais dire ça. Faut pas dire que Bakassi est quand même le territoire du Cameroun. Bakassi est
Le Et Cameroun. le territoire du Cameroun. Non, c'est extrêmement important. Qui est Ça a le été l'objet d'un j'ai conflit compris. international. Donc, Faut un faire attention. véritable conflit qui réveille et Oui. qui réveille la notion, comment je vais dire, que d'autochtone et d'allogène. Et c'est là où c'est véritablement extrêmement compliqué. Autre chose, vous avez des séminaires de plus en plus que l'État organise sur des questions qui sont relativement importantes. La première question, c'est la problématique de l'accès à la terre. L'État n'arrive même pas à définir, comment je vais dire, comment on accède à la terre. Et c'est une question qui n'est pas simple. Comment on accède à la terre au Cameroun? Parce qu'en même temps, l'État a besoin de terre. En même temps, vous avez besoin de terre. On bâtit une vie sur de la terre. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous bâtir une maison, d'avoir, comment je vais dire, une famille, et ça se fait sur de la terre. La deuxième des choses, vous avez ce qu'on avait dit, la sécurité foncière. À partir du moment que vous avez ça, ce petit espace qu'on appelle la terre, sur laquelle vous avez bâti votre maison, où vous installez votre famille, mais comment vous le sécurisez? C'est un problème, il n'y a pas de règle au Cameroun qui permet de sécuriser en quelque sorte votre appartenance ou bien votre acquisition foncière. La troisième des choses, vous avez les règlements et les litiges. Mais votre voisin peut estimer que, excuse-moi, votre puisant en quelque sorte est sur mes terres. Comment on règle ça? Je l'ai expliqué. Les magistrats expliquent qu'ils sont démunis. C'est pour ça que les contentieux mettent 40 ans. Ce que font les magistrats, moi je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, nous on fait traîner l'affaire jusqu'à ce qu'on nous affecte et on laisse le dossier. Et vous allez constater généralement que c'est des renvois sur des renvois à n'en plus finir. Ça part en première instance, ça arrive en cour d'appel. Le magistrat de la cour d'appel, lui, les magistrats de 4e grade, il ne veut pas se noyer dans une histoire très compliquée. Il renvoie. On le prend de Bafoussam, on l'envoie à Marois. Il dit, bon débarras, moi je laisse cette histoire aux magistrats qui arrivent. Et quand ça arrive en cour suprême, les magistrats de cour suprême expliquent, je casse le dossier, je fais juger ça par une autre juridiction. Et c'est comme ça que vous avez des familles, le monsieur en meurt, les enfants arrivent. Vous avez la question, comment je vais dire que la nouvelle gouvernance foncière au Cameroun. Nouvelle gouvernance foncière au Cameroun. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la terre aussi, c'est de l'argent. La terre, c'est beaucoup d'argent. Et oui, il faut le dire. On y gagne beaucoup d'argent par la terre. Et à partir du moment que M. Yann Timba a expliqué qu'on ne vend pas la terre, mais des gens vous expliquent comment je vends la terre. Pourquoi je ne vendrais pas la terre? Même s'il n'a pas le droit, lui, de vendre la terre, il vend la terre parce qu'il a un problème d'argent. Et la corruption qui est arrivée, voilà une autre chose. On parlait des Feman. Vous avez un pays où il y a beaucoup de corruption. Vous avez un pays où il y a beaucoup de Feman. Vous avez un pays où la terre donne de l'argent. Vous avez un pays où les enjeux de terre. Excusez-moi, vous avez 2000 mètres carrés à Bonapriso aujourd'hui. C'est beaucoup d'argent. C'est de grands enjeux. À partir de ça même, vous devenez c'est-à-dire un notable de la ville. Vous pouvez même devenir un homme politique très puissant à partir tout simplement de cette appartenance de terre. Regardez la succession du patriarche Sopo Priso. Elle dure depuis 1960, le contentieux sur sa succession. 1960-2020, ça fait combien d'années aujourd'hui? 60 ans. Ça n'a jamais été jugé. Il n'y a jamais eu de décision là-dessus. Les magistrats, les expertises, parce qu'il était un grand propriétaire terrien. Question, comment lui, il a fait pour être grand propriétaire terrien? Donc, ce sont des questions extrêmement compliquées. Je rappelle que tout le problème de la Côte d'Ivoire part de la terre. Le problème de la Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny n'avait pas réfléchi. Mais lui, il avait ouvert son pays. Il avait certainement une âme charitable. Il voulait développer le pays. Le palmarès y est. Premier producteur mondial de la fève de cacao. Mais d'autres sont venus. Les gens sont venus du Mali, du Burkina Faso, de Sierra Leone, même du Cameroun, pour donner ce palmarès à la Côte d'Ivoire. Mais quand ils travaillaient pour donner ce palmarès à la Côte d'Ivoire, on ne leur a jamais donné un véritable statut sur les terres. Eh bien, ceux qui étaient de l'ouest de la Côte d'Ivoire estimaient que c'était leur terre. Et vous dites quoi? Un Burkinabé qui, depuis 40 ans, travaille sur 5 hectares de cacao et comment je vais dire, a véritablement mis cette histoire en valeur. Il a fondé sa famille, justement, en Côte d'Ivoire. Véritablement mis cette histoire en valeur. Qu'est-ce que vous lui dites? Que rentre au Burkina Faso, en Haute-Volta, à Bobo Dioulasso, ça ne t'appartient pas? C'est extrêmement compliqué. Donc, il va falloir déjà clarifier véritablement certains petits enjeux. La problématique de l'accès à la terre, les statuts de la terre. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que je me considère un peu comme un Sawa. Mon épouse y est pratiquement Sawa. Ils n'ont même plus de terre communautaire. Ça, il faut le dire.
Bon, vous avez certains petits agitateurs qui profitent de ça aussi pour, comment je vais dire, alimenter ce que j'appelle un tribalisme primaire. Mais ce n'est pas important un tribalisme primaire. C'est-à-dire, quand vous alimentez un tribalisme primaire. Mais en même temps, c'est une question véritable. C'est une question véritable. Dangote, l'État a besoin d'investisseurs. L'État choisit, comment je vais dire, que un terrain résolument culturel. C'est normal. C'est 145 milliards d'investissements. Mais en même temps, c'est pratiquement sur toute une décennie, sur toute une, comment je vais dire, que sur des années et des années, que ces terrains appartenaient, comment je vais dire, au peuple sawa, qui exerçait en quelque sorte des rites ancestraux et qui faisait revivre la culture. Justement, entre vous êtes 145 milliards. Donc, et comment je vais dire que cet accaparement de terre, où véritablement on décime une culture de peuple. Comment on arbitre ça? Et quand j'explique que les enjeux financiers entrent, la corruption entre, souvent même, comment je vais dire que le clientélisme et comment je vais dire que la fémania de certains autochtones même, comment je vais dire que du terroir. Parce que cette histoire est allée chez Dangote, je peux vous dire que aussi, oui, les enfants natifs de ce Sawai ont beaucoup contribué que cette terre aille chez Dangote. Donc, vous voyez donc que c'est des questions. Oui. Il faut légiférer là-dessus. Les sécurités foncières, les règlements des litiges, la nouvelle gouvernance foncière, il faut remettre ça à plat. Parce que je suis d'accord avec M. Timba. D'ailleurs, je peux parler de Bakassi, c'est déjà un problème à Bakassi. Ah oui, parce que là-bas, c'est peuplé à 70%. De nos frères qui viennent du Nigeria, ils estiment que c'est leur terre. Aujourd'hui, sur le plan juridique, c'est un territoire camerounais. L'État va même demander aux Camerounais d'aller peupler Bakassi. On se rappelle d'ailleurs. Sauf que là-bas, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de cabaret. Les Camerounais ne veulent pas y aller. Mais demain, l'État gère ça comment? Ne soyez pas surpris qu'un illuminé vous explique véritablement qu'il va créer la République de Bakassi, parce que ses ancêtres venaient du Nigeria et étaient à Bakassi. C'est véritablement ça, et véritablement, et vous allez partout, dans la Sanaga maritime, à l'ouest, dans le nord, c'est des conflits fonciers, c'est des familles qui ne se saluent pas sur 50 ans, c'est même des interdictions de mariage entre certaines familles, et dit que ceux-là avaient volé nos terres, interdiction pour un garçon de ce village de tomber amoureux et de prendre pour femme une fille de ce village. Ce sont des conflits qu'on rencontre à l'intérieur de nos communautés qui sont un véritable problème. Mais il faut dire que l'État, par certains de ses représentants, par certains de ses fonctionnaires, ils ont été les principaux responsables de cette histoire. Justement, on parle de la complicité, justement, patient parfum d'homme, de l'administration, il faut le dire, et sans oublier, il y a des ministres, il y a des sous-préfets, il y a des préfets également, qui sont justement complices, et il faut également préciser par ailleurs que Yortoy Yamtimba, et sans oublier Bertrand Tassina, nous font savoir justement que même les autochtones, il faut le dire, certains villageois, il faut le dire comme ça, font également partie de ces complicités pour vendre ces terres. Je pense qu'on a écouté des choses très intéressantes depuis le début de cette matinale sur cette question. Il faut quand même rappeler aux Camerounais, aux Africains, bon, ça c'est un peu anecdotique, mais ce n'est pas anecdotique du tout. Dans un pays comme le Brésil, il y a tout un grand regroupement de personnes, de communautés, qui ont formé quelque chose qu'on appelle comment dire ça, l'association des sans-terre, des paysans sans-terre. Pourquoi? Parce que du fait de l'intrusion de ce pays qu'on appelle le Brésil dans le monde de l'économie, le monde moderne, oui. Les gens ont acheté des pans, des villages entiers, des gens, des communautés et des Indiens, des gens qui vivent paisiblement chez eux dans leur propre village. Et du jour au lendemain, on vient leur dire, monsieur, excusez-nous, mais honnêtement, ici, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas votre terre. Alors dégagez d'ici. C'est ça qui est en train d'arriver au Cameroun. Ça arrive et on fait semblant de ne pas le voir. Ça arrive subrepticement, mais définitivement, cette question de gens qui seront dépossédés complètement de leur environnement dans lequel ils vivaient depuis des millénaires, ça arrive. Pourquoi? La force de l'argent. Notre État, c'est quoi? Tout à l'heure, Yamb essayait d'aller questionner le sens anthropologique qu'on entend par la terre. Notre État, c'est quelque chose qui est né du viol, de la violence, de la corruption. Poser la question de la terre, c'est interroger sur la question de la nature de l'État que nous avons.
que vous le voulez ou non. Bon, je vous rappelle, en passant, ce n'est pas dans tous les pays du monde qu'on vend la terre. Hein. Dans les pays du monde, on ne vend pas la terre. Vous et moi, nous ne sommes pas nés avec la terre Entre les mains, entre nous les le mains. savons. Nous sommes nés quelque part. C'est énorme. Comment je peux dire ça? C'est un fait comme ça que Dieu l'a voulu, on est né quelque part. Cela ne signifie pas qu'on doit cracher sur le fait qu'on soit né quelque part. Mais à partir du moment où on décide que ce soit obligé après Berlin, mais qu'on décide quand même que nous formons une communauté nationale, cela veut dire que nous devons ensemble réfléchir Oui. pour la meilleure des manières pour programmer notre développement, dont la gestion de tous les biens qui se trouvent sur notre territoire. Si on ne le fait pas, on rentre dans ce que nous sommes en train de rentrer là, avec cet état bâtard, avec cette administration qui ne comprend rien à rien, Tatsina vient de le démontrer, et qui pense que la seule chose à faire, le seul moyen à faire pour s'accaparer la terre, c'est avoir de l'argent. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce cas-là? Et Yam l'a dit, les gens commencent à faire du marchandage sur les terres des autres. C'est une véritable fémania organisée. Bon, vous savez, sur nos routes là qu'on appelle les nationales et tout ce que vous voulez, il y a ce qu'on appelle l'emprise, n'est-ce pas, qui appartient à l'État. Il y a, je ne sais pas, combien de mètres. Et c'est sur cette emprise de l'État que certains fonctionnaires véreux ont trouvé un nouveau business très juteux. Ils appellent des gré à gré. C'est-à-dire qu'on te concède une partie, n'est-ce pas, des milliers de mètres carrés, et toi, en retour, tu revends cet espace qu'on t'a accordé en gré à gré, dont, normalement, tu n'as pas le droit de vendre à quelqu'un qui fait dans la distribution, par exemple, de carburant. Et du jour au lendemain, tu n'as même pas besoin de bosser. On le dit, mais comment elle a fait? Les fonctionnaires, les préfets, les sous-préfets, l'administration des domaines et du cadastre impliqués jusqu'au cou dans cette mafia. Au vu. Et au sud de tout le tous. monde. Oui. Maintenant, ils ne se sont pas arrêtés là. C'est un truc qui a donné des appétits aux gros bonnets qui sont ailleurs. Ils s'attaquent même maintenant à nos villages. Cette information qui a circulé à un moment donné, que les villages, certains villages de la Sanaga maritime et d'une cam, Et d'une cam, justement. devaient complètement être bradés pour un franc symbolique pour donner à des individus qui s'organisent en groupe parce qu'ils ont compris ce qu'il y a dans le terrain, dans la possibilité d'être propriétaire foncier. Et ils s'organisent en groupe, ils vont voir et les ministres et les hauts fonctionnaires qui sont à Yaoundé, ils leur présentent un projet, ils leur donnent du bakshish et ils tirent, c'est-à-dire ils vont chercher des prétendus investisseurs étrangers et ils font des joint ventures avec eux. Ils les amènent, ils disent voilà, on a un gros projet, quelqu'un qui veut faire dans le palmier à huile par exemple, mais il veut telle superficie oui. pour le faire. Et l'État rentre là parce que les gens, ils ont mangé, ça dégouline jusqu'à la cravate. Ici, n'importe quoi. Conséquence, du jour au lendemain, les populations n'ont plus de terre. Premièrement. Deuxièmement, je parlais à la question de la nature de l'État. Moi, je suis pour que la terre appartienne même à l'État. Il n'y a pas de problème. C'est une question d'organisation sociale. Oui, que toutes nos terres appartiennent à l'État. Mais maintenant, comment nous allons organiser, j'ai bien organiser la répartition de ces terres et au profit de qui? Si c'est au profit de toute la communauté, moi je n'ai pas un problème. Quand vient même prendre mon village. Mais si cela peut aider de telle manière qu'il y ait ce sens d'équité qui est mis en valeur pour que tous les Camerounais, où qu'ils soient, puissent bénéficier des fruits de cette exploitation des terres de mon village. Il n'y a pas de problème. Mais quand on voit, cher ami, comment certains individus, copains et copains, parce qu'ils sont plus proches de l'État, parce qu'ils parlent de mafia, pas de tout de passe-passe indescriptible, ils ont pu avoir, ils sont dans des positions de pouvoir, viennent faire ce que j'appelle des OPA inamicaux sur les terrains des autres, ça pose un problème. Vous croyez que tous ces gens-là, moi je vois des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, mais qui du jour au lendemain, tu le vois avec des immeubles, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? On dit que non, il vend les terres, il est dans le business des terrains. C'est pas propriétaire terrien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ton épouse va dire, mais toi, t'es un fainéant, regarde le gars qui était là au quartier, mais regarde son immeuble, toi, tu es en train de dormir. Mais il a fait comment? Tu ne sais pas. Donc, le principal responsable de ce qui va arriver tout à l'heure, Yann a parlé de la guerre,
l'une des bombes à retardement qu'il y a dans ce pays, c'est la question de la terre. Qu'on le veuille ou non. La manière dont elle est gérée, la manière dont l'État, avec ses atermoiements, mais surtout avec son caractère corrompu, essaie de gérer cette affaire-là, ça va créer des problèmes plus tôt ou tard. Parce que nous sommes quand même nés quelque part. On ne peut pas continuer à accepter que ça se passe comme ça. Donc c'est la nature de l'État qu'il faut questionner. C'est l'organisation spatiale de notre territoire qu'il faut questionner. C'est le type de développement que nous devons donner à notre nation qu'il faut questionner. C'est aussi, et là, ils ont parlé de sacré. Vous savez, dans les différents barrages qu'on est en train de faire là, on a trouvé qu'il y avait des trucs préhistoriques. On a retrouvé des tas de trucs. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle était d'abord la population qui vivait là? Que sont devenues ces populations? Quand on parle d'un camp tout à l'heure, tu peux parler de peuple banane, c'est qu'on oublie de dire aux gens. C'est que ces espaces que vous croyez être vierges, quand vous faites dans la Houndé, vous voyez dire que ce n'est pas possible. Il y a des terrains, non. Il y avait des villages dans tous ces espaces-là. La plupart de ces villages ont été rayés de la carte pendant la dernière résistance contre la colonisation. Absolument. Avec des fausses indépendances. Absolument. La preuve, la plupart du temps, soyez un peu attentifs. Vous allez voir, quand vous circulez, vous allez voir par exemple un cocotier, vous allez voir un safou, n'est-ce pas? Un goyavier, un prunier. Vous voyez toujours que ça veut dire qu'il y avait une présence humaine là quand même. Moi, c'est la question que je me suis posée quand j'ai commencé, étant légèrement plus qu'adolescent, à mon père. Il dit, papa, mais c'est pas possible. On marche depuis, on a déjà fait quelque chose comme 30 km. Je ne vois pas de village. Qu'est-ce que passe? Il rigolait. Il me dit que ici, c'est tel village. Mais dit, tu me cites le nom de village, mais je ne vois pas de maison. Il me dit qu'il y avait des gens qui habitaient là, mais qui ont disparu. Et aussi le fameux phénomène de M. Mesmer. Et ça, il faut Roger Mesmer, justement. Lui qui disait, pour assécher les nationalistes, il fallait ramener tout le monde au bord de route, à un lieu bien précis, comme ce fut le cas, même à l'ouest. Comme ça, on asséchait les maquis des possibilités logistiques, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent continuer. Donc, ces espaces-là ne sont pas des espaces qui tombent de nulle part, qui n'appartiennent à personne. Ce n'est pas des no man's land. Non. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez marcher 30 km dans la forêt, vous allez trouver un pamplemoussier, vous allez trouver un prunier, vous allez trouver des cocotiers. Oui. À 30 km à l'intérieur même de la forêt. Un morceau de peau, de poterie. Donc je continue de dire que je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que ça, nous sommes dans les détails. Il faut qu'on rentre dans la philosophie générale de cette question de la terre. Dans la philosophie générale de cette question de la terre, notre État s'est laissé déborder, ou bien avec sa complicité, on est rentré dans un mode d'exploitation capitaliste qui fait que la terre va finir par appartenir aux plus offrants. C'est pour ça que, vous vous souvenez, si j'ai parlé des plus intelligents et les plus rusés, ça va être une question ça ne sera plus une question de sang, mais ça va être une question d'argent. Il faut qu'on fasse très attention avec ces exploitations terrestres. Maintenant, il y a plus grave. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui ne sont pas propriétaires de terre parce qu'ils ont été dépossédés ou bien parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir l'argent. Tout à l'heure, tant parlait de 2000 mètres carrés à Bonapuzo. Avant, une certaine somme d'argent pour s'acheter un bout de terrain. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? À défaut d'être d'éternels locataires, ils vont se trouver des terres à des endroits normalement qui sont inhabitables. Donc, tous les experts vous disent que cet endroit-là est inhabitable. Même dans les plans de la ville, n'est-ce pas, le plan d'Orient, par exemple, de la modernisation de la ville de Douala, on vous explique qu'il y a des endroits où c'est interdit de construction. Pourquoi ces gens vont construire là-bas? Mais parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement. C'est le seul endroit où ils peuvent aller trouver un petit lopin, même s'il est en plein dans un marécage, il va y aller parce qu'il n'a pas le choix. Au même moment, les gens qui sont dans les gré à gré, les gens qui sont dans les combines avec les hauts fonctionnaires de Yaoundé, ils continuent à vendre. À vendre même des endroits qu'ils ne connaissent même pas. C'est une blague. C'est un papa qui me disait que si tu ne fais pas attention, même le lit de Vouré a déjà un titre foncier. Donc les titres fonciers jaillissent de partout. Tu ne sais pas d'où ça sort. Quelqu'un te dit, j'ai mon titre foncier. Mais tu dis, comment tu as fait pour avoir ce titre foncier? J'ai rencontré une dame Aidea. Excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Mais une jeune dame Aidea, elle avait moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Elle est née dans la région de la Ménois. Mais elle avait dans la Salanga maritime déjà l'équivalent de 300 hectares de terrain. Après la Dimamba. J'ai appelé cette dame, j'ai dit, maman, explique-moi un peu, comment tu as fait?
Comment tu as fait? Plus tard, on va se rendre compte que cette femme-là était la petite d'un haut magistrat ici, avait fait dire qu'elle est en amitié avec la première dame, et ce haut magistrat, avec un petit groupe d'amis, avait pu corrompre les responsables du cadastre des domaines des DEA, et voilà comment, pendant tout de passe-passe, cette dame se retrouvait avec toute cette étendue du terrain. Mais vous allez vous rendre compte plus tard que cette dame, elle va faire quoi? Elle va vendre. Et elle va vendre à qui? À ses amis avec qui elle va vendre gros. elle a monté le coup. Donc, vraiment, arrêtons. Oui, ça aussi, anecdote pour anecdote, on nous disait qu'avant, dans la région de la Damawa, il y a des gens qui avaient été très malins au temps d'Aïdjo, et ils allaient se faire établir des titres fonciers dans cette zone-là, et déposer ces titres fonciers en banque. On leur refilait de l'argent, et la vie était belle. Vous voyez, il faut que l'État s'attaque à la question de la terre. Il faut que l'État organise. C'était ça l'un de... Quand on parlait on parlait de grand débat, et je vous avais dit que moi, c'était pas du tout un grand débat. On avait demandé un dialogue national, n'est-ce pas, inclusif. C'était pour que l'ensemble de ces questions commence au moins à être... on commence à gratter au moins le vernis. Pour au moins poser les éléments de réflexion sur l'ensemble de ces questions. Si on continue comme on continue là, on va droit au mur. Tôt ou tard, il y aura des explosions. Tôt ou tard, vous avez parlé des litiges. Moi, j'ai fait, par curiosité, je vais au tribunal de Bafoussam. Je jette un coup d'œil sur le rôle là. 90% des procès, c'était la question de la terre. Je dis, mais c'est pas possible. C'est une petite région. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je rappelle, il rigole. C'était la question de la terre. Et plus grave, regardez même dans un endroit où on aurait pu penser que la culture a résisté à l'agression du modernisme. Les gens contestent même aujourd'hui l'autorité des chefs à l'ouest. Pour les questions de terre. Les milliardaires fabriquent aujourd'hui... Ces litiges-là, c'est les chefferies qui sont en grande partie à la base. Voilà, des milliardaires qui se sont dit, mais écoutez, on a assez d'argent. Oui. Ce n'est pas parce que tu es chef que tu vas commencer à continuer à nous dicter ta loi. Je vous assure qu'aujourd'hui, certains chefferies de l'Ouest n'ont pas de chef aujourd'hui à cause de tous ces problèmes. Bangou, la chefferie à Bangou. Bon, il me parle de la chefferie Bangou, par exemple. Donc, etc., etc. Donc, je continue de vous dire, à ces gens qui sont dans leur bureau, ils écrivent, bon, si vous faites une enquête, vous êtes des journalistes, excusez-moi, allez faire une enquête sur la fortune de tous les gars qui sont passés dans les cadastres, dans les ministères des domaines, même jusqu'au ministre, ou ceux de Ayuri. De voir comment ils se sont enrichis de manière scandaleuse. On en vient d'ailleurs sur ce sujet. Scandaleuse. Donc, cette question de la terre, s'il vous plaît, il faut qu'on mette bas la terre. Moi, ma position, c'est que la terre appartient à l'État. Mais quel État? Il faut que ce soit un État qui soit au service du peuple camerounais. Il faut que ce soit un État qui prenne des décisions qui vont dans le sens des intérêts du peuple camerounais. Mais un État corrompu, un État qui est né dans la violence comme cet État que nous avons à Yaoundé, ne peut pas faire ce dépassement. C'est pour ça qu'on a des problèmes. C'est pour ça qu'on a des problèmes d'ailleurs, messieurs. Et ces problèmes vont continuer. Et sur cette terre, j'ai oublié, il y a la question des essences qu'on rencontre dans cette terre. Moi, j'ai vu une image qui m'a sidéré. S'il te plaît, une seconde. Allez-y. Vous connaissez, je suis de l'arrondissement de Ngambé. Ma mère vient d'un village qu'on appelle Samba, qui est un train de grande église. Et puis à côté, il y avait les terrains de mon arrière-grand-père. Et j'avais eu dit que l'essence qu'on appelle comment vous appelez ça? Non, le bibinga, c'est ça, non? Comment on appelle ça en Bassa? Ça aussi, le singan. C'est le bibinga que cette table-là, on ne doit plus toucher. J'ai vu des Chinois venir avec un gros bulldozer abattre un arbre qui était dans la circonférence, je ne sais pas quoi dire ici, de tirer de la forêt là-bas jusqu'à aider à un endroit où il n'y a pas de route. Mais vous savez, chaque fois qu'il passait, les ponts étaient en difficulté. Ils l'ont fait. Au vu aussi de tous. Qui exploite ces essences? Qui le fait au profit de quoi? Il n'y a pas de responsables de terre sur ces endroits. Les chefs de village, les chefs de famille, les chefs de clan ne sont même pas au courant. Quand vous essayez de tousser, on dit attention. Même le sous-préfet ne peut pas mettre son doigt dans le dossier là. Donc, chers amis, tant qu'on aura un pouvoir qui manque de légitimité, un pouvoir qui n'est pas au service de nos populations,
nos communautés vont continuer à être dépossédées de leurs terres. Les plus riches, les plus rusés, les plus intelligents vont continuer à nous présenter de très belles bâtisses comme ça, mais ça va accélérer la création ou bien la mise en place des éléments pour mettre en place ce que j'appelle le mouvement des sans-terres qui va forcément aboutir à une guerre civile dans ce pays. Docteur Yamtimba, jusqu'à preuve de contraire, vous entendez d'ailleurs les propos des uns et des autres, on a l'impression qu'il y a justement la complicité, il faut le dire comme ça, de l'autorité. Je parle bien sûr, je pose la question comme je l'ai posée d'ailleurs sur ce thème, finalement l'autorité est régulateur ou bien finalement zélateur? L'autorité ne sait pas quoi faire et l'autorité est complètement à côté de la plaque. Il y a quelque chose qui... Il y a des choses auxquelles l'autorité ne veut pas s'attaquer parce que ça demande beaucoup de travail. Mais j'interpelle les deux hommes politiques qui sont avec nous sur le plateau. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Moi, je pense que la meilleure façon de gérer les questions de terre, vraiment, oui. C'est mon point de vue définitif sur la question. Oui. Parce qu'on a été justement, on a subi un viol historique. Il faut d'abord que les terres soient restituées aux communautés historiques. L'État n'a pas besoin d'être propriétaire des terres pour exister. L'État n'a pas besoin de ça. Nous avons un territoire délimité. Cela suffit largement à l'État de savoir voici les territoires délimités. Voilà les limites, les frontières de notre pays. Si vous restituez aux communautés les terres qui ont toujours été les leurs depuis 1885, vous donnez à ces communautés un vrai pouvoir. Et vous n'avez pas besoin de lire 2 lignes de droit constitutionnel occidental pour passer votre vie à discuter de décentralisation et de fédéralisme. Vous amenez cet État à se fonder sur les bases locales, sur les bases historiques de votre propre peuple. Parce que, à ce moment-là, quand vous installez quoi que ce soit, ces communautés ont voix au chapitre. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que, à partir d'une question comme celle de la terre, vous réorganisez l'État et vous dites à... Vous réorganisez l'État et vous projetez une nouvelle vision de votre société. Je vous dis encore, si vous observez aujourd'hui la façon dont la terre est gérée dans notre pays, vous dites, ok, nous allons commencer par créer une restitution des terres à chaque communauté selon que historiquement ces terres-là leur appartenaient. Et ensuite, donc maintenant, vous dites, la question de la terre ne se gère pas dans un ministère à Yaoundé. On fait de la régulation ou du suivi. On fait du suivi dans le ministère des Domaines. Et les communautés se réorganisent donc elles-mêmes et décident si elles veulent vendre des terrains ou pas. À ce moment, la vente de terrain, quand bien même il y en aurait, ne se fera plus à la tête. C'est-à-dire que quelqu'un ne décidera pas dans sa chambre d'aller vendre du terrain. Ce sera la communauté tout entière qui devra accepter qu'une partie de son actif soit cédée ou pas. Parce que quand vous regardez les terres qui sont autour d'une ville comme Douala et Yaoundé, elles appartiennent essentiellement à qui? À ceux qui sont justement censés gérer les domaines, les affaires foncières de l'État. Observez l'essentiel des titres fonciers autour de Douala. Vous avez eu des scandales dans une ville comme Boya. Il y en a partout, tous les jours à Douala et Yaoundé. Et là, vous avez parlé de Bafoussam. Je suis sûr que c'est le cas partout. Or, si les populations ont les tribus, appelons ça comme ça, les gens ont peur de mots qui existent d'ailleurs. Si les tribus ont leurs terres, gèrent leurs terres, vous leur donnez un pouvoir politique qui est extrêmement puissant. Vous leur donnez un pouvoir économique qui est extrêmement important. Parce qu'à ce moment-là, la nature fondamentale de la ressource foncière, de la propriété foncière, devient que la terre appartient à ceux qui historiquement l'avaient avant le viol de 1885. Vous redonnez à ces populations la capacité d'avoir de l'initiative historique. Et vous leur donnez la responsabilité sur leur terre. Beaucoup de gens pensent, je vous ai entendu dire que Bakassi y avait... Messieurs, il y a des gens à qui appartenaient ces terres au 19e siècle. Et je peux vous assurer qu'en grattant un peu, vous trouverez quelles sont ces personnes. Et après les regroupements qu'il y a eu,
Parce qu'il fallait couper. C'était la stratégie de rupture entre les bases, entre les groupes de révolutionnaires et les populations qui leur assuraient le soutien logistique et le soutien alimentaire surtout. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, nous savons encore quel village appartenait à qui. Les terres quelles étaient les limites. Et je vous dis encore, l'accès à la terre dont vous parliez tout à l'heure, je crois que c'est Tatinda qui a soulevé le problème, qui est une question essentielle. Mais comment un État accède à la propriété? L'État n'accède pas à la propriété nécessairement en spoliant totalement un peuple. Nous ne sommes pas sous le siècle, nous ne sommes pas ici dans la France de Louis XIV, qui disait l'État c'est moi. Non, nous ne sommes pas sous Louis XIV ici. Nous sommes des Bassa, des Bamileke, des Fulani, des Bororo, des Ewondo, des Bamil. C'est ça que nous sommes, des Douala. C'est ça que nous sommes ici. Nous ne sommes pas dans la France de Louis XIV où l'État, la terre appartient à quelqu'un. À une seule personne, non. La terre appartient à ces gens que je viens de citer et à d'autres. L'État n'existe pas. L'État du Cameroun n'existe pas historiquement avant nos peuples. Ça n'existe pas historiquement avant nos peuples. Il n'y a donc aucune raison qu'une entité créée récemment devienne propriétaire de choses pour lesquelles nos ancêtres se sont battus pendant des siècles, pendant des millénaires. C'est injuste. Donc l'accès à la terre de l'État se fera par mise à disposition par ces communautés-là, qui diront l'État a besoin d'avoir une sous-préfecture, l'État doit avoir une mairie, l'État doit faire un pont, l'État doit pouvoir créer une école, une université. Eh bien, comme c'est un bien public, nous faisons une mise à disposition d'État. Vous voyez à quel point vous donnez un vrai pouvoir politique, un vrai pouvoir d'organisation du territoire, un vrai pouvoir économique à ces communautés-là. Et à partir de là, vous créez ce qu'on appelle la déconcentration du pouvoir. Et vous la créez sans avoir besoin justement des grands débats ou de je ne sais pas quoi à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de gérer le pays sur ses bases historiques. Et les bases historiques de nos peuples sont des bases de paix. Je finis, s'il vous plaît. Allons-y. L'accès à la terre de l'État se fera de cette façon-là et c'est la meilleure façon de faire accéder l'État à la terre. L'État est une création récente. Ce n'est pas une création qui existe là avant l'organisation sociale de ma tribu. Ça n'existe pas. Deuxième chose, comment les entreprises accéderaient à la terre? Monsieur, vous voulez gagner de l'argent en utilisant la terre, vous impliquez les populations où vos entreprises sont impliquées. Pour quelle raison quelqu'un vient s'installer sur une terre, gagne des milliards de francs CFA chaque année et les populations qui sont là ne gagnent rien? Il faut ouvrir votre capital. Vous vous débrouillez. Ces gens vous apportent la terre, leur terre, et vous, en contrepartie de leur terre, vous leur donnez une partie du capital. Vous imaginez ce que cela représenterait pour toutes les populations du Sud. Il n'y a pas de route là-bas. C'est la région d'origine du président de la République, il n'y a pas de route là-bas. Vous imaginez ce que tout le bois qui sort du Sud, si les communautés avaient 35% des sociétés d'exploitation forestière, vous croyez que le Sud serait comme ça? Vous imaginez nos communautés acceptant que le bois sorte de partout et n'ayant pas de table-banc pour les salles de classe, nos populations n'accepteraient pas ça. Parce qu'elles auraient 35% et elles les investiraient là-dedans. Et la qualité de notre éducation, ça règle en amont les faux problèmes qu'on a ici comme l'équilibre régional. Parce que les gens auraient les moyens. Imaginez que dans le Nord, tout ce que Sodecoton occupe là depuis des décennies, que Sodecoton était détenu à 35% par les populations de la région du Nord et de l'extrême Nord. Vous croyez d'ailleurs que la gestion serait chaotique comme elle est chaotique là? Pas du tout. Parce que ces gens s'assureraient, messieurs, vous exploitez nos terres, nous, chaque fin d'année, on veut que ce soit bénéficiaire. Si ça ne l'est pas, on vous vire. Troisième chose, comment des particuliers qui se déplacent dans le pays accéderaient à la terre? Mais de façon très simple. De façon très simple. Ils iraient voir la communauté, ils n'iraient pas voir 2-3 bandits qui bradent les terres des gens. Ils iraient voir la communauté et la communauté leur dirait « Ok fiston, venez vous installer, voici un petit bout de terre, mais sachez que chez nous, ce bout de terre on vous le donne pour votre vie, pas pour que vous alliez revendre. » C'est comme ça que ça se faisait traditionnellement. Et c'est ça qui permet de préserver le patrimoine foncier des communautés. Mais comme nous ne voulons pas faire les efforts de réfléchir, nous ne voulons pas faire les efforts de creuser pour bien gérer notre pays, nous nous tenons simplement à faire le minimum, à pérenniser des lois coloniales, alors qu'il faut mettre fin. Vous croyez qu'on va mettre fin à la colonie comment? On ne va pas mettre fin à la colonie simplement parce qu'on va avoir le franc CFA demain. On peut l'avoir maintenant qu'on a des problèmes de terre, qui sont des problèmes fondamentaux.
eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des explosions de violence partout. Mais si vous restituez les communautés dans leur capacité d'initiative historique, ce que vous créez, c'est la capacité que ces gens-là, s'organisant sur les bases culturelles qui sont les leurs, reçoivent donc en réalité un vrai pouvoir politique, un vrai pouvoir économique et un vrai pouvoir d'organisation du territoire. C'est ça les questions essentielles et c'est ça, vous les hommes politiques là. C'est votre boulot. Justement, messieurs, avant de continuer dans ce débat, il nous reste encore, je pense, une vingtaine de minutes. Je vais vous lire d'ailleurs, parce que quand je parle des autorités, il faut le dire traditionnelles, je parle du chef traditionnel. Je vais vous lire d'ailleurs une lettre, il faut le dire incendiaire, de secrétaire, il faut le dire comme ça, secrétaire à l'administration principale du côté de l'arrondissement de d'Ibamba, qui écrit d'ailleurs à M. Bikoko Paul, le chef de village de Pitigar. Et c'est pas une lettre, c'est une lettre incendiaire, il faut le dire, une lettre très menaçante, parce que le monsieur s'est levé pour demander « on vend mes terres sans même que moi-même je sois au courant ». Et il faut le dire, jusqu'à preuve de contraire, tout Piti a été vendu. Et on exploite le bois sans pour autant que le chef puisse avoir un seul mot à dire. Monsieur, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je constate avec regret qu'en dépit de nombreux rappels à l'ordre et réprimandes, véhiculés d'ailleurs, verbales à vous, adressés pour vous amener à changer votre manière de servir et surtout de reconsidérer par conséquent votre comportement professionnel, vous vous illustrez négativement par des injures et propos discourtois à l'endroit de votre supérieur hiérarchique, par le non-respect de la réglementation, par la propagande d'un parti d'opposition lors du scrutin municipal, quand vous ne faites pas tout simplement montre d'une attitude désobligeante doublée d'un esprit de division qui ne trouve de justification que dans votre caractère perfide et surtout mesquin. Je vous précise d'ailleurs par conséquent que jusqu'à preuve de contraire, quand on est sous-préfet dans un village, il faudra à tout prix que les villageois respectent le parti au pouvoir, votent le parti au pouvoir. Pareil, si ce village ne vote pas au parti au pouvoir, ils sont déjà en danger. Ça, c'est la première chose que j'aime tiens à souligner d'ailleurs. La présente lettre d'observation, qui sera d'ailleurs versée dans votre dossier, a pour objet de vous signifier ma totale désapprobation face à la manière dont vous vous acquittez de votre tâche quotidienne de chef de village. En effet, il me paraît inutile de vous rappeler que ce comportement indélicat compromet dangereusement le bon fonctionnement de la communauté dont vous avez la charge, risque par extension perturber l'harmonie, la paix qui règne dans ce village, que vous expose d'ailleurs à d'autres sanctions disciplinaires dont vous êtes censé ne pas ignorer les conséquences. J'ose espérer, en définitive, que ces remarques vous conduiront à vous amender honorablement, sans délai, afin de ne pas m'obliger à prendre en votre encontre des sanctions disciplinaires plus draconiennes prévues par la réglementation en vigueur. Veuillez croire, monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. Eh bien, si vous le dire, c'est signé d'ailleurs du secrétaire d'administration principale, qui représente d'ailleurs le sous-préfet. C'est fait à Lourbadjek. C'est d'ailleurs, il faut le dire, le 30 avril 2020. C'est signé d'ailleurs de monsieur Koma Jules Roger. Messieurs, quand je parlais tout à l'heure, je vous posais la question de savoir à quoi sert finalement l'autorité villageoise quand, par exemple, un sous-préfet, l'administration prend lieu de lui dire tout simplement que parce que le parti au pouvoir n'est pas voté dans son village, forcément, ces terres seront vendues parce qu'il est du parti d'opposition. Ça fait quand même un gros problème. Ouais, disons que ici, je vais quand même un peu défendre l'État. C'est-à-dire, je suis républicain convaincu. Cela veut dire que si on ne veut pas le parti au pouvoir, il y aura pas le développement dans le village? Non, c'est-à-dire que M. Timba a parfaitement raison, mais je vois des limites aussi à sa façon de voir les choses. J'ai tendance à penser comme monsieur Parfendon. La terre doit appartenir à l'État. Donc ma chose va appartenir à l'État. Pourquoi la terre doit appartenir à l'État? Parce que c'est l'État qui est censé être impersonnel. C'est l'État qui est censé, en quelque sorte, réguler pour tout le monde. C'est l'État régulé ne veut pas dire être propriétaire. Qui est censé être juste. C'est l'État qui est censé défendre les intérêts de tout le monde de la même façon. Supposons qu'on entre dans un système où les communautés géreraient les terres. Monsieur Parfendon m'a pris un excellent exemple, l'ouest du Cameroun. Parce qu'il se dit qu'à l'ouest, ils ne sont pas vendeurs de terre. Et même quand ils sont vendeurs de terre, ça reste entre frères. Ils n'acceptent pas que les gens de l'extérieur viennent acheter les terres chez eux. Mais c'est un véritable scandale aujourd'hui à l'ouest. Pourquoi? Parce que les chefs
sont devenus, comment je veux dire, que les paillassons des milliardaires, entre guillemets, de l'Ouest. Ça fait donc qu'au sein de la communauté, eh bien, des grandes chaufferies, les grands hommes d'affaires ont dépossédé les petits villageois de l'Ouest. Et c'est ça tout l'enjeu d'être un chef à l'Ouest. Je rappelle aujourd'hui qu'à l'Ouest, on est chef parce qu'on a de l'argent. On a de l'argent. Vous avez le représentant des chaufferies de l'Ouest à Douala, représentant des Bangou de Yaoundé, représentant des Balati de Douala. Ils n'ont rien à voir. On est chef parce que son père a été chef. Mais aujourd'hui, on est chef parce qu'on est milliardaire. Vous avez quelqu'un dans ce pays qui, depuis 60 ans, a l'exclusivité de l'importation des produits halieutiques. Il est chef. Son père n'a jamais été chef. On vous donne cette exclusivité-là, vous êtes autant riche que lui. Peut-être même plus que lui. Mais à partir du moment où, avec la corruption de Yaoundé, avec la mafia, quand nous allons arriver au pouvoir, on va déchirer ce genre. On va déchirer ce genre d'exclusivité. Eh bien, pendant 60 ans, il importe les produits halieutiques, il est le seul à vendre du poisson, il est milliardaire, il est chef, il arrive dans des villages, et bien il dit, ben, ces terrains-ci, en bordure de route, appartiennent à qui? On dit oui, ils sont là depuis des temps. Il dit non, eh bien ça va m'appartenir dorénavant. Et que pèse le chef face à lui? Donc si les communautés doivent réguler, doivent gérer la question foncière, on va en arriver véritablement à des contentieux pas possibles. Et on se tourne vers qui? Aujourd'hui, au Cameroun, vous parlez des fonctionnaires corrompus. Ceux après les fonctionnaires qui sont les plus corrompus sont nos chaufferies. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Par respect pour les patriarches dans le littoral, je ne veux pas parler des chaufferies dans le littoral. Je ne veux pas parler des chaufferies dans la Sanaga maritime. Il m'écoute. J'ai un ami bisec que je salue. Il m'a dit, monsieur Tatsinda, ne sois pas surpris un jour que j'en vienne aux mains avec mon chef. Ben ouais, avec son chef. Parce que ce qu'il me raconte, les chefs aujourd'hui sont friands de l'argent, de l'alcool, du costume, de la belle voiture. Exactement, quand on a vendu les esclaves. Ils sont différents en grande partie. Pas du tout, on vous comprend. Donnez une caisse de champagne à un chef. Il vous dit, la première question, c'est mon fils. J'ai les terrains que je peux te donner. Attention, monsieur Tchatinda. Faites quand même. C'est pas faux, c'est pas faux. Non, faut faire attention. Faut faire très attention. Non, ce ne sont pas des questions sur lesquelles on attend. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire ce genre sur l'esclavage. Mais c'est très grave. Monsieur, sérieux. Monsieur, on vient sérieux du tout. Je suis radicalement contre. Merci. Je suis radicalement contre. Des chefs aujourd'hui ne sont pas des exemples, ne sont pas des modèles. C'est eux-mêmes qui vont conduire l'État dans un certain nombre de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, les terrains communautaires sont reconnus. Il faut le dire. Les terrains communautaires sont reconnus dans la loi foncière. Les villages, les chaufferies, les communautés ont des terrains. Et quand vous posez un dossier en concession aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous donnez les coordonnées géographiques de votre terrain. Ça passe au ministère des Forêts, qui véritablement vérifie que ça n'appartient pas à un terrain communautaire. J'ai quelques petits intérêts dans l'immobilier, je m'y connais un peu. Mais beaucoup de chefs ne respectent même plus cette loi-là. Ils vendent des terrains. Ils vont être à la base de grands contentieux. Il faut le dire. Monsieur Yantiba, c'est un ami, je suis loin d'être imposant en désaccord, c'est normal qu'on soit en désaccord. C'est ce comportement, oui, peut-être oui, j'ai fait une extrapolation rapide, c'est le même comportement. On faisait comment pour avoir des esclaves? On donnait une bouteille d'alcool et on livrait les esclaves. Aujourd'hui, vous faites comment pour avoir les terrains dans une chaufferie? Donnez une caisse de champagne. Vous avez un terrain. Les terrains appartiennent aux chefs? Question. Les terrains appartiennent aux chaufferies? Non. De quel droit ils s'autoproclament propriétaires des terrains? Et voilà ce qu'ils feraient dans les communautés. Et c'est pour ça que je dis, j'ai une tendance, comme monsieur Parfendom a dit que le terrain doit appartenir à l'État. Merci, on vous comprend. Patient Parfendom, il faut quand même préciser par ailleurs que Bertrand Tatina n'a pas tort, parce qu'aujourd'hui, dans certains villages, même si on veut vendre des terres, c'est avec la complicité des chefs qui prennent justement l'initiative de prendre de l'argent et des caisses de champagne et vendre des terres à tout bout de champ. Des fois même donne. Non, le fait qu'on a un temps très réduit, fait que on va revenir demain là-dessus. On risque de ne pas se comprendre. Mais quand on prend un peu de recul et on réfléchit, c'est une question de philosophie. Oui. N'est-ce pas? Comment on veut organiser l'État? Comment on va organiser l'espace territorial qui est le nôtre? Comment on prétend
organiser notre développement? Quel est le type de développement que nous voulons pour l'État et pour nos populations, pour notre peuple, voilà, pour notre nation? Toutes ces questions-là, elles sont imbriquées. Et la question de la terre, justement, va trouver son essence ou bien son acuité par rapport à l'axe qu'on va prendre. Si on continue d'être dans cet axe qui nous a été imposé depuis la colonisation, où j'appelle, souvent je vous questionne sur la question de la nature de l'État, donc un État en réalité qui est au service des intérêts étrangers. On ne pourra pas régler la question de la terre à l'avantage des communautés, des peuples et des citoyens. C'est impossible. C'est impossible. Parce que nous sommes complètement englués dans une contradiction entre le fait que nous sommes dans une économie qui se fait libérale, où en réalité tout est marchandise, la terre compris, où la corruption a gangréné complètement le corps social de cet État, qui devait justement réguler et aller peut-être dans le sens de ce que veut Yam Timba. Parce que ce que Yam Timba essaie de décliner là, c'est la démocratisation de toute façon de notre État. C'est de redonner du pouvoir à la base. C'est de donner la possibilité aux communautés, à la base, aux collectivités de pouvoir eux-mêmes prendre leurs responsabilités en main par rapport à comment ils envisagent leur propre développement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je continue de dire, je serais tenté de penser que, pas pour rejoindre Bertrand, mais pour dire quand même que quand on voit le comportement des individus, c'est grave. Quand on voit le comportement, c'est vrai que nous n'avons pas la même structure, j'allais dire, traditionnelle dans tout l'espace du territoire camerounais. C'est à l'ouest, il y a des chefferies où les chefs ont peut-être la même mise sur les terres. Dans d'autres régions, je peux prendre le cas de la Sénégal, c'est presque des sociétés plus ou moins acéphales. Un chef du village, c'est une autorité qui a relation avec l'administration, mais sur le plan traditionnel, il n'a aucune autorité sur moi. Donc, on ne peut pas venir dire qu'il va prendre possession de mes terres. Ce qui n'est pas le cas à l'Ouest Cameroun, par exemple. Ce qui n'est pas le cas également dans le littoral. Il faut préciser par ailleurs qu'ici à Douala, il y a pas mal de villages. Voilà. C'est le chef qui vend les terres sans le consentement justement des populations. La sphère de domination de l'islam. On voit quand même comment l'islam est arrivé. Comment se sont formés ces lamidos, ces lamibés, etc., etc. On voit que c'est sur le coup de la violence. Ils ont soumis le peuple qui était là et qui avait leur terrain et ils se sont établis comme l'autorité. À partir de ce moment-là, toutes les terres leur appartiennent. Ça pose un autre type de problème. Donc, c'est ça que je dis. Il faut qu'on se comprenne, docteur Yamp et moi. C'est une question de philosophie. C'est une question de vision. C'est une question de comment on pense le pays, comment on pense son développement, comment on pense de manière harmonieuse le bien-être de toutes les populations. À partir de ce moment-là, la réflexion que j'emmène, elle est valable. Elle est totalement valable. Et on peut en discuter pour trouver la meilleure forme, bien la forme qui conviendrait le mieux à l'épanouissement de tout un chacun. Malheureusement, quand je questionne, tu nous intéresses de la politique, mais nous n'avons fait que revendiquer. C'est pas pour ça qu'on a été écrasé, on a été éliminé, on a été massacré, on a été exilé, on a été emprisonné, on a été brimé. C'est justement parce qu'on ne voulait pas qu'on en arrive là que nous avons posé ces problèmes. La question de la nature de cet État que nous avons est fondamentale. Un autre État qui est à la base du consensus de la volonté légitime des populations ne nous amènerait pas là. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas m'expliquer excusez-moi l'expression, mais quelqu'un qui était un petit débrouillard au quartier, de jour au lendemain, parce qu'il a des acquaintances avec quelqu'un qui était un gros cadre dans l'administration, soit des domaines ou bien fonciers, se retrouve à la tête d'un patrimoine foncier incroyable de jour au lendemain. Et commence à le vendre comme il veut. Et puis, voilà. On est en plein dans une cacophonie, dans une déstructuration même. Messieurs, vous êtes tous d'accord, hein, vous avez toujours les mêmes... ça, il faut le préciser, vous n'êtes pas en désaccord du tout. Non, même si quelque part, on ne vous comprenez pas sur certains sujets. Je vais revenir avec vous pour calmer la situation. Je vais finir une seconde. Là, je rejoins Yam. La question de l'esclavage, peut-être qu'il faut qu'on fasse un débat. Oui.
faut qu'on fasse un débat. Parce que c'est très simpliste. C'est présenté la manière le problème de manière très simpliste en disant, oui, les gens, on leur avait donné un peu d'alcool, un peu un miroir, un peu de je sais pas, de c'est là où il n'y en a pas du tout d'accord. Oui, et ils ont vendu le frère. On quand même que historiquement, la question de l'esclavage, c'est un autre débat. Là, je ne peux pas épouser du tout l'attitude de la position de Bertrand. Je crois que... J'avoue, oui. Non. Extrapolation. Voilà. Donc, ces paroles ont dépassé sa pensée. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, si nous ne réformons pas l'État, s'il n'y a pas une refondation en profondeur de l'État du Cameroun, on ne peut pas sortir de l'ornière. Nous sommes en plein, on barbote en plein dans des injustices à ne pas en finir. Nous sommes en plein dans des violences à ne pas en finir. Il est urgent que ceux qui pensent, n'est-ce pas, l'État, ceux qui pensent à l'avenir de ce pays, pensent à la refondation de cet État, parce que tout le monde aimerait quand même avoir une belle demeure comme celle-là, c'est ça le problème. Mais Bertrand, vous allez aller dans d'autres pays où quand quelqu'un naît, il n'a pas de problème de dire que je suis propriétaire terrien. Il sait que l'État est organisé de telle manière que quand il va arriver à l'âge de maturité, il sera en capacité d'avoir un petit logis qui lui suffit. Et il travaille pour la communauté, pour que cette communauté-là puisse maintenant être en capacité d'aller se projeter à l'extérieur pour développer le pays. Mais ici, je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est comme si les gens, avec leurs attitudes, on va finir par nous effondrer sur nous-mêmes à cause de nos égos et de notre manière bling-bling de voir le monde. Non, c'est faux. Tout ça, c'est factice. Comment vous allez sans un État fort, un État qui pense, qui projette le développement, mais avec des individus qui sont des États dans l'État, comment vous allez faire pour projeter votre nation à l'extérieur, pour donner la capacité à votre nation d'aller prendre des parts de marché, de connaissances, mais pourquoi même pas des parts de terre ailleurs? Que font les Chinois aujourd'hui chez nous? Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc je ne pense pas que nous sommes en désaccord. C'est une question de méthode, c'est une question de priorité. C'est une question aussi, comment j'appelle ça, qu'est-ce qu'on accélère en premier? Et après, on va revenir au débat essentiel et fondamentaux, comme le débat que... Messieurs, plus que 5 petites minutes pour sortir d'ailleurs de cette édition de DBS Matin, pour rappeler justement nos téléspectateurs que la grande rentrée sur DBS, c'est ce soir à 20h, recevez chez vous le grand journal, il faut le dire, le grand format du journal présenté, eh bien c'est ce soir à 20h, prenez donc rendez-vous à partir de ce soir, grande rentrée sur DBS, ce soir à 20h, recevez chez vous le grand format du journal présenté, eh bien il démarre dès ce soir à 20h sur votre chaîne de télévision. Eh bien, on vous avait dit d'ailleurs que les bonnes choses vont commencer sur DBS. Les bonnes choses continuent et on continue justement avec le 20h dès ce lundi soir. N'oubliez pas, prenez rendez-vous. Bravo. Messieurs, Dr Yam, je vais vous laisser dire un mot. On va sortir justement de ce sujet. Je voudrais dire un mot. Je crois que Dom a commencé à en parler. C'est tout l'intérêt de mon point de vue. Parce que justement, nos communautés, nos ethnies, nos tribus ne sont pas organisées de la même façon. C'est tout l'intérêt du jeu. Je vais vous dire une chose par rapport à l'Ouest. Les problèmes qui se posent à l'Ouest permettront, si justement on revient à l'idée que les tribus doivent être propriétaires de leurs terres, ça va être réglé. C'est parce que les chefs sont fragilisés que ces milliardaires peuvent se permettre ce qu'ils font. C'est vrai. Il faut redonner justement à l'autorité traditionnelle et historique sa place. Il faut que le chef, quand il parle, que ce soit le chef de 1800. Vous êtes milliardaire, vous êtes ce que vous voulez. Quand le chef vous parle, monsieur... Mais attention, selon le chef Sokodjou... Non, selon le parler de l'Ouest. Oui, mais selon le chef Sokodjou, beaucoup de chefs en fonction actuellement à l'Ouest ne sont pas légitimes. Non, moi je parle des chefs. Donc ça pose la question de la corruption. Non, si vous ne réglez pas ça correctement. Nous sommes dans la Parce post-corruption. que l'enjeu d'une chefferie à l'ouest veut dire propriétaire terrien. Entendons-nous bien. Mais si on sort de cette émission, voilà pourquoi la chefferie va pas prononcer. Parce que vous avez il fait dans les produits cosmétiques. Il a pris des terrains terribles. Donc il y a un contrôle. Messieurs, allons-y, terminons avec ça. Entendons-nous bien. Oui. Je suis en train de vous parler de chefferie historique. Je ne vous parle pas des chefs nommés ou placés par la corruption actuelle. Je vous ai dit avant le viol
C'est de ça que je vous Bien parle. sûr. C'est de ces chefs-là dont je vous parle. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils sont légitimes, acceptés, Reconnus par tout le monde. Voilà. Mais maintenant, il faut que la République, puisque nous n'allons pas sortir de là, on ne va pas fragmenter le Cameroun en autant de tribus qu'on existe parce qu'on a décidé que chaque tribu est propriétaire de sa terre. La République garantit, c'est ça le travail de régulation justement, garantit l'authenticité ou si vous voulez la force de ces chefferies-là. À partir de là, vous allez voir que quelle que soit votre position, quand vous revenez devant le chef et devant la propriété commune de la tribu, vous ne faites pas n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. Ces gens-là, ils changent les règles du mariage. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Mais parce que là-bas, il y a encore une certaine force. Il faut que la République garantisse cette force-là. Et je vais vous dire, je ne comprends toujours pas à quoi sert le Haut Conseil de la chefferie traditionnelle au Cameroun. Parce Il existe, hein? Oui, il existe. Et il existe. Et les collectivités territoriales décentralisées après servent finalement. Mais vous commencez à comprendre quels sont les problèmes. Vous voyez l'image qui passe derrière vous. Vous voyez l'image qu'elle a. Imaginez que la communauté qui est là, la tribu à laquelle appartient cette terre, était propriétaire à 35% de ces cités, les différentes cités qu'on construit partout là. Les logements sociaux. Vous pensez qu'on aurait cette gestion laxiste où il n'y a même pas d'eau? Parce que ces gens-là auraient besoin que ça rapporte quelque chose pour qu'ils vivent. Bien sûr. Donc, ils veilleraient à ce que ce soit géré de façon sérieuse. Ça pose le problème. Mais Il n'est pas aussi simple. Hein. Non, le problème, je vous parle d'une nouvelle république. Je vous parle d'une nouvelle république. D'un nouvel État. Je ne suis pas en train de vous parler de ce qui existe. Je vous parle d'une nouvelle république. Voilà. La république dans laquelle les communautés, les tribus seraient propriétaires de leurs terres. La république dans laquelle, par exemple, le fameux Haut Conseil des chefs ne serait pas qu'un simple organe mis quelque part. Ce serait un organe de gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas vivre comme si ces chefs... Ah, mais monsieur, attendez. On est d'accord. C'est un problème d'allumage de la fusée. La fusée. Merci. C'est un Merci problème d'avoir été là ce des matin. étages, des principaux étages de la fusée. Vous aurez dû me laisser finir. Mais j'espère que vous lirez quelque chose qui sera disponible bientôt. Donc, d'ailleurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup pour tous ces éclaircies. Merci d'avoir été là ce matin. Ben, c'est moi qui bon vous début de remercie semaine de et m'avoir surtout, encore bon début du mois de juin. vous-même. Bertrand Yamdi, Bertrand Tatinda, Ben, il peut renommer Bertrand Yamtimba. Quand vous invitez les tchatcheurs, il faut du temps, vraiment. Parce que Il faut du temps. Ne vous inquiétez Mais pas. j'avais 5 ans pour préparer ça. Le 20h a commencé, commence ce soir. Et les débats également vont ne pas tarder. Ne vous inquiétez pas pour ça. Patient parfait, donc merci également d'avoir été là ce matin. Merci. Écoute, je me mets à l'école de mon voisin. Mais bon, ça va pas tarder. Je vais retourner à mon Afrique. J'aime bien être traditionnel. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Nous sommes le 1er jour de l'an de grâce 2020. Vous avez vu comment mes invités aiment bien sourire. N'oubliez surtout pas de sourire, car il faut rire sans être content de rire, de peur de mourir sans avoir ri. Au plaisir de nous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Restez sur notre chaîne. Eh bien, l'information y est en continu. Au revoir.